Voilà. Que les gens puissent rentrer, c'est pas des lectures, c'est des rencontres, donc c'est pas très grave s'il y a un petit peu de bruit autour de nous. Mais on laisse la porte ouverte pour que les petits camarades puissent rentrer. Ils ne restent pas à la porte. Voilà. D'ailleurs, et voilà, qui arrive. Allez-y, installez-vous. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là. Merci d'être là pour notre grand salon du livre et des lecteurs 2025 dans ce magnifique lieu qu'est le lycée Julie-Victoire d'Aubier. Un nouveau lieu pour nous, avec toutes les difficultés auxquelles vous avez imaginé, auxquelles on a été confrontés, mais on est là tous. Et on est là surtout pour accueillir nos chers auteurs, donc Marion, Paolo, ils sont là aussi pour nous aujourd'hui et on est très heureux de vous accueillir. Juste un petit mot sur pourquoi Paolo, pourquoi Fayel, pourquoi Marion, le jeune, et puis pourquoi l'Escale. En fait, c'est des livres qu'on a découverts donc, pour l'Escale au mois d'avril 2024 et pour Fayel à la rentrée. Je suis plus loin comme pas ça, trop près, voilà. Comme ça. Et pour Fayel au mois de septembre, Nicolas nous avait alerté sur Fayel, elle nous avait dit. Il avait Michel, une camarade de l'association qui avait lu Fayel et qui nous avait dit c'est un livre formidable, c'est même un chef-d'œuvre, nous avait dit. Et donc on s'est jeté sur donc l'Escale, on l'avait déjà lu, on savait déjà, on avait déjà une petite idée pour l'Escale quand même. Et puis quand on a lu Fayel, c'était comme une évidence cette table ronde, cette rencontre entre deux romanciers, deux primo-romanciers, tous les deux. Et sur des lignes en relation, puisqu'on avait déjà choisi le thème de cette année, qui est les bruits du monde, le thème du salon de cette année. Et donc, dans ces deux romans, des éléments communs, et notamment des éléments communs sur la thématique du salon. Notamment sur la langue et le langage, l'apprentissage du langage, comment on change dans l'exil, on change de langue. Cette problématique qu'on retrouve à la fois dans l'Escale et dans Fayel, la poésie de la langue, parce que vraiment ces deux romans qui sont remarquables de ce point de vue, c'est vraiment des magnifiques romans de poétique, enfin, où la poésie de la langue a vraiment un rôle essentiel, vraiment très très important dans le roman. La thématique de l'exil, puisque les deux romans le traitent de façon un peu différente, mais on retrouve quand même des éléments communs sur l'exil, et notamment sur tout ce qui est la problématique, enfin la thématique de l'accueil, justement. Hein. L'exil, c'est pas forcément le rejet, ça peut être le rejet, oui, effectivement, mais ça peut être aussi l'accueil. Voilà. La nature. Alors là, vraiment, la nature qui a un rôle primordial dans les deux romans, qui est même quelque part un personnage à part entière, en tout cas je pense à l'archipel, un personnage à part entière du roman. Et puis dans la thématique des bruits du monde, les bruits et les musiques. Alors plutôt la musique pour Fayel, plus les bruits pour l'Escale, mais en tout cas c'est des romans où on retrouve tous ces éléments du bruit, de la musique, de la fureur, des vents, etc. Et puis, si on a le temps, après, on a quelques questions subsidiaires, notamment sur le flottement dans les récits, dans ces deux récits, où sans doute l'Escale, où il y a un peu plus de références temporelles et spatiales, géographiques, pas du tout dans Fayel, mais même dans l'Escale, il y a quand même un flottement, malgré tout, même si on se devine où ça se passe, on devine quand ça se passe, mais il y a quand même quelque chose qui fait que finalement c'est pas si important, c'est pas ça qui est important. Voilà, donc Marion Lejeune, je vais commencer par vous présenter. Vous êtes grenobloise d'origine,
Vous avez beaucoup voyagé, et notamment vous avez beaucoup voyagé dans les pays scandinaves et en Russie. Et bien, de ces voyages, vous nous avez donc rapporté ce magnifique roman L'Escale, où on retrouve effectivement tous ces pays du Nord. C'est un roman vraiment superbe qui a été très bien accueilli, aussi bien dans le monde de la librairie, mais aussi dans les grands événements, puisque vous avez été tout de suite invité au Festival des étudiants voyageurs en 2024. Voilà, donc je vais juste présenter le livre en quelques mots. Un navire de commerce accose sur une île située au large du Danemark. Un des matelots, un jeune gabier spécialisé dans la manœuvre des voiles, ne pense qu'à fuir, menacé de mort à cause d'un pari perdu dont il n'a pas payé sa dette. Et donc il arrive, ils accostent et il se cache. Ce roman raconte l'errance de ce marin sur cet îlot sauvage, sur ses rencontres, les hôtes qui l'accueillent, dans ce chapelet d'îles perdues qui, dit-on, manque de tout, sauf de vent, de pluie et de moutons. De son histoire personnelle, quelques indices pour évoquer son origine russe, ses passages à Bergen et dans les ports danois dans l'attente d'un emploi de matelot. Un vieil homme russe, lui aussi, passager sous la protection du capitaine, connaît des autochtones disposés à les héberger. Vous décrivez parfaitement l'atmosphère de ces îles désertiques battues par les vents, où la brume ne se dissipe jamais. Écriture poétique, langue précise, description picturale de la nature, métaphore, on se laisse petit à petit, happé par les paysages. Vous nous faites partager la vie difficile de ces Iliens sous ce climat redoutable, où la solidarité entre les villageois existe. Très beau voyage, où les relations humaines jouent un rôle important. Catherine, à toi. Moi, je vais vous présenter Paolo Bellomo. Alors vous, Paolo, vous êtes originaire des Pouilles, en Italie, et vous êtes arrivé à 22 ans en France pour faire de brillantes études, d'après ce que j'ai compris. Et vous êtes maintenant, vous avez été à la suite de ces études traducteur, poète, dramaturge et même libraire. Et donc Fayel et les histoires du monde, c'est votre premier roman, écrit en français, un premier roman très bien accueilli par la presse et les libraires, récompensé aussi par le prix littéraire de la Renaissance française. C'est un prix qui récompense les ouvrages d'auteurs d'origine étrangère et qui écrivent un roman en français. Vous aviez été aussi sélectionné pour le prix des libraires en scène, auquel participait de la librairie Presse Papier. Alors, ce roman, Fayel et les histoires du monde, raconte l'histoire d'un enfant, Fayel, dont le père vient d'être assassiné, et avec sa mère et sa petite sœur, ils sont obligés de s'exiler, ils vont dans une autre région, on pense un autre pays, parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Et parce que, en fait, ils ne peuvent plus vivre dans cette ville où ils sont rejetés après la mort du père, parce que la maman, elle ne suit pas la culture de cette ville-là, de cette famille. Et au moment où ils partent, des événements très violents se produisent dans cette ville. Eux sont très bien accueillis chez des lointains cousins, certainement. Ce qui est important, intéressant, c'est que c'est Fayel qui raconte les épisodes marquants de sa nouvelle vie. Et après, bien sûr, il ne vit pas tout ce qui se passe dans la ville qu'il a quittée. Donc, c'est le narrateur qui reprend la suite pour des événements un peu difficiles. Fayel est entouré de parents et d'amis qui vont l'aider à grandir, mais il y a aussi Nénel, sa petite sœur, autant couleur, qui est aussi attachante que fantasque et qui a une relation avec la nature incroyable. Ça, c'est... voilà. Alors, à partir de ce conte qui est un peu fantastique, vous abordez des thèmes bien contemporains comme l'exil, la langue, le pouvoir totalitaire, la nature, la violence et la solidarité également. Allégorie, métaphore, votre écriture politique nous entraîne dans un univers parfois fantastique, sans doute un prétexte pour dénoncer les malheurs du monde.
voilà, présentation des livres et des auteurs, et donc on passe aux questions. Et donc la première question, bon, un peu qui nous est venue comme ça de Catherine, c'est pour chacun de vous un premier roman. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture de ce roman? Pourquoi? Quels sont, et deuxième volet, enfin deuxième volet de la question, quelles sont vos inspirations littéraires? Vous êtes tous les deux sans doute des grands lecteurs, hein, et moi je pense à certains livres, mais voilà, je vous laisse répondre sur ces questions-là. Et quels sont, oui, des événements littéraires fondateurs de votre arrivée à l'écriture. Voilà. Donc Marion, tu peux te lancer? À la source de l'escale, vous l'avez déjà un petit peu dit, c'est surtout des voyages en fait qui ont été des événements déclencheurs. Et donc il y a eu des voyages en Islande, mais je pense peut-être surtout à un voyage aux îles Féroé qui a été vraiment l'événement déclencheur de l'écriture. C'est un voyage qui remonte maintenant à quand même assez longtemps. Enfin, le premier jet de ce roman a été écrit il y a très longtemps et le voyage remonte à encore plus loin. Et en fait, c'était un voyage, c'était même une escale littéralement aux îles Féroé entre l'Islande et la Norvège. Et en fait, rien n'avait été organisé. Avec mes amis, on n'avait vraiment rien prévu. Donc on s'est retrouvés un petit peu aux îles Féroé pendant quelques jours sans trop savoir quoi y faire. Et on arrivait d'Islande, on arrivait plein de ces paysages qui sont très très impressionnants en Islande. Et on arrive au Féroé, qui est un endroit extrêmement austère, extrêmement isolé. Peut-être certains parmi vous connaissent. Hein, c'est des paysages de plaine, aussi de falaises. C'est très très désolé. Et je pense que j'ai été vraiment très marquée par cette austérité, par cet isolement. Et peut-être aussi par ce moment où finalement on ne faisait plus rien. Dans un voyage, on est souvent lancé dans une énergie de découverte constante. Et là, au Féroé, on a regardé autour de nous et je pense qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Et peut-être que le roman aussi est né d'une frustration que je n'ai pas pu finalement tellement explorer cet endroit. Je me souviens de galères de bus, enfin de galères de transport, même, on ne pouvait même pas se déplacer. Et je pense que le roman est venu de là. J'ai eu envie d'y retourner par l'écriture. Et donc il y a cet événement réel qui a été cette escale au Féroé. Et je pense qu'il y a aussi un grand désir de romanesque qui m'a donné envie d'écrire cette histoire. Et voilà, de raconter quelque chose qui est loin de nous, loin de moi aussi. Hein, ce marin Grégory, a priori, il est quand même assez loin. Et pour ça, je pense que je me suis peut-être plus nourrie de récits d'exploration qui reviennent un petit peu dans le roman, et des récits d'exploration nordique, d'explorateurs de la fin du 19e siècle qui ont exploré le pôle sud, le pôle nord. Et alors pour ce qui est des inspirations littéraires, je sais que quand j'écris, moi j'ai plutôt tendance à mettre de côté les grands noms qui peuvent être très très paralysants. Mais en tout cas pour celui-ci, je pense qu'il y a quand même un nom qui s'impose et que je cite maintenant très souvent. C'est celui de Jón Kalman Stefánsson, qui est un auteur islandais que sans doute vous connaissez, qui est très connu en France. Et c'est son premier roman, Entre ciel et terre, qui a été, je pense, fondateur pour moi, même si en écrivant, j'ai pas forcément pensé à Stefánsson. Mais donc ce roman Entre ciel et terre, ça se passe dans les fjords de l'ouest de l'Islande, fin 19e, début 20e, et ça raconte un drame où un marin qui est hanté par Milton, par le paradis perdu, part en mer et en oublie sa vareuse et il meurt de froid à bord de son bateau. Et ce qui m'a marqué, bien sûr, je pense que c'est le réalisme de Stefánsson, qui arrive à être dans quelque chose d'extrêmement concret, c'est nourri vraiment de recherche. Et en même temps, il y a une extraordinaire poésie dans sa façon d'écrire, et on sent vraiment qu'il y a un flux poétique qu'il a porté dans l'écriture, et je pense que ça m'a beaucoup séduite et influencée aussi. C'est toujours difficile de répondre à la question de pourquoi le roman, pourquoi l'écriture. Du coup là je vais tirer un des fils possibles, et peut-être je dirais parce que la solitude. C'est-à-dire que c'est un roman une écriture qui est née à la suite de la fin d'une expérience collective qui m'a beaucoup nourri pendant plusieurs années. J'ai eu une compagnie de théâtre. Et ce roman peut-être a commencé à pointer à partir du moment où la compagnie a cessé d'exister. Et c'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, toutes mes expériences d'écriture, les expériences d'écriture de poésie et les expériences d'écriture de pièces étaient à chaque fois adressées à un premier public qui était dans mon entourage. Du coup, quelque part, restaient quand même des expériences extrêmement collectives.
Et je crois que je me suis retrouvé seul face à mon écriture, face à moi. Et il se trouve qu'avant le roman, il y a eu, j'en ai touché un mot à quelqu'un, des gens dans la salle, il y a eu des chants et il y a eu un conte qui reliait ces chants entre eux. Du coup, il y avait quelque chose qui a précédé le roman lui-même. Et dans cette solitude, à un moment donné, il y a eu un petit enfant qui a littéralement commencé à parler à mon oreille. Et avec vraiment les mots qui ouvrent le roman. Et au départ, je croyais que j'étais en train d'écrire toujours pour le théâtre. Je croyais que c'était un monologue. Et je me suis dit, il y a Fayel qui me parle depuis son angoisse, quelque part. Et j'ai décidé de l'écouter, tout simplement. Du coup, je crois que, oui, le parce que, c'est ça. C'est-à-dire, j'avais besoin de me retrouver en compagnie de ces gens-là. Et c'est extraordinaire. Du coup, j'ai trouvé en fait une compagnie, une amitié, même chez les pires ordures de ce roman, parce qu'il y en a aussi. Et par rapport aux références littéraires, on est nourri, je ne sais pas comment c'est pour Marion, mais moi je sens que j'écris toujours en présence de beaucoup d'auteurs que j'ai lus. Je dialogue avec eux. Après, je vais en citer quelques-uns. Je dirais que peut-être toute la dimension imaginaire qui à un moment donné se dégage dans le livre, mais qui est là dès le départ, ne serait pas la même, ne serait pas là, ne serait pas aussi libre qu'elle l'est si je n'avais pas lu un livre qui est aussi sorti aux éditions du Tripod, d'un auteur estonien qui s'appelle Andrus Kivirak, un livre qui s'appelle L'homme qui savait la langue des serpents. En fait, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, on peut faire ça. et ça a été extrêmement libérateur pour moi, parce qu'il arrive à rester extrêmement concret et en même temps partir dans un imaginaire qui, effectivement, peut jouer avec l'allégorie, la métaphore, même si moi je ne considère pas que mon roman soit allégorique, on ne peut pas en fait faire des équivalences. Et avec une vitalité extrême. Une vitalité de l'écriture, une vitalité de l'imaginaire. Pour cette vitalité, une autre grande référence, mais je crois que je ne suis même pas le noir qui se tient dans l'ongle de ses orteils, c'est Bolaño, évidemment. Pour moi, c'est un des auteurs qui m'a vraiment bouleversé par rapport à la force de l'écriture. Et, mais ça, on y reviendra peut-être sur la question du dépaysement dont on a parlé tout à l'heure. Il y a une autrice d'origine hongroise qui a écrit en français, qui s'appelle Agota Christoph, et sa trilogie qui commence avec Le Grand Cahier. Pour moi, ça a été aussi... C'est le texte qui m'est venu tout de suite quand j'ai lu ton livre. Vraiment, j'ai pensé à Agota Christoph, bien sûr. Oui. Catherine, je te laisse. Oui. Alors, moi, je voulais vous parler de la langue outil de transmission, mais aussi la langue d'identité et culture. Et en fait, dans chacun de vos livres, que ce soit Nescale ou Fayel, les histoires du monde, je remarque que quand ils sont chacun exilés et ils perdent un peu de leur langue maternelle. Alors, Grigori, parce que lui, il ne veut plus avoir cette relation avec... Il est russe, et voilà, il veut vraiment couper quand même. Et puis Fayel s'aperçoit à un moment donné que non, il a oublié les mots de sa langue maternelle, et ça c'est quelque chose qui m'importe. Et alors évidemment, Grigori, il a choisi de la taire cette langue maternelle parce que lui, il veut éviter de se marginaliser. Fayel, des fois, on la perd aussi pour pouvoir se cacher, pour résister aussi. Et je voulais savoir, alors oui, c'est vous, Paolo Bellomo, qui avez une langue maternelle différente du français, mais vous aussi, Marion Lejeune, avec Grigori, pourquoi a-t-il envie tant de perdre sa langue maternelle, donc sa culture? Alors je ne sais pas si Grégory a envie de perdre sa langue. Je pense que c'est plutôt... Il se rend compte qu'il la perd quand même. Oui, c'est ça, mais je pense que c'est un personnage qui est dans le présent, Grégory, et qui est dans la traversée des territoires et des expériences,
Et de fait, en fait, sa langue s'est éloignée de lui. Et surtout, je pense que Grégory, c'est quelqu'un qui, en tout cas, ne se définit pas par une appartenance à un territoire ou à une langue. C'est quelqu'un pour qui la Russie est loin derrière lui. Et donc, c'est plutôt par ses expériences présentes qu'il va se définir. Justement, je voulais que vous lisiez un petit extrait. On va commencer par vous, parce que, quand même, il ne répond pas aux passagers qui arrivent sur le bateau. Il y a un passager... il est encore sur le bateau, sur le navire de pêche, Grégory, il va bientôt partir, mais là il y a une altercation avec un autre matelot et un passager qui est un protégé du capitaine, et là il n'est pas un matelot, va les séparer, enfin va faire une remarque et les séparer. Et bien sûr, ce passager qui s'appelle Loukine se rend tout de suite compte que Grégory est russe. Mais lui, il n'a pas envie qu'on remarque ça des Russes. En fait, pour lui, la langue et une nationalité commune ne font pas forcément communauté. C'est quelqu'un qui se donne la liberté aussi d'appartenir à autre chose et de ne pas forcément faire groupe parce qu'il y a une langue et une naissance commune. Alors, je voulais, si ça vous dérange pas, à partir de Loukine, leur origine commune, c'est là, jusque-là. Loukine le regarde. Grégory le sent et il déteste ça. Il sait que l'autre a flairé ce qui les rapproche. Visiblement, son nom à lui, aboyé par les autres marins lors des manœuvres, n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Une dette avec l'autre port et maintenant ce lien malgré soi avec ce vieux auquel il n'a rien demandé. Il devrait se faire discret, bien plus discret. S'interdire toute idée saugrenue pour égayer la vie à bord, et oui, pourquoi pas, changer de nom pour qu'on lui fiche la paix. « D'où viens-tu » dit l'homme en russe. Et voilà. C'est pas qu'il ne parle plus russe. À dire vrai, il n'en sait rien. Il ne le pratique plus vraiment. C'est le norvégien, le danois qui transactionne dans sa tête depuis des années. Et sa langue d'enfance lointaine n'a pas acquis la douceur que donne parfois la distance et la nostalgie, lorsqu'on s'attendrait d'une chose qui a pris son exil et qu'on ne peut que considérer de loin, de l'extérieur. De nouvelles langues en ont chassé une autre, c'est tout. Et il est bien trop occupé à les habiter pour se préoccuper de ce qui perdure ou ne perdure pas, de ce dont on se souvient et de ce qu'on oublie. De Bergen, marmonne Grégory en norvégien. En Russie, je veux dire, soupire de l'intéressé. D'Arkhangelsk, ça vous va comme réponse? Ah, le grand port de la mer Blanche, je crois que je n'y suis jamais allé. Moi, je suis de Saint-Pétersbourg. Grégory n'écoute pas. Il n'a cure de ce soudain espace de connivence que leur offre à lui et aux voyageurs oisifs leur origine commune. Oui, je vais vous demander aussi si vous pouvez lire le passage. Alors, je lis d'abord et ensuite... Oui. Je pense, voilà. Alors là, c'est un autre... C'est complètement différent. Le passage qu'on a choisi pour Fayel, c'est que quand il arrive avec sa maman et sa sœur, tout bébé, chez ses hôtes, là dans l'autre région, lui ne comprend rien du tout. Et il est vraiment étonné, enfin vraiment il se sent mal parce qu'il ne comprend pas du tout ce que lui demande la dame. Elle lui propose un œuf, mais il ne comprend pas du tout. Et alors, ouais, je trouvais que c'était un extrait qui était assez intéressant. Quand elle est revenue, elle tenait 4 toussales dans les mains. Et elle en a posé 3 sur la table et avec... le 4e, elle s'est approchée de moi et elle m'a parlé encore plus bizarrement. Et pendant qu'elle me parlait, il fallait être là pour voir ça. C'était contagieux parce que du coup, la moustache du moustachu s'est recourbée vers le haut et les lèvres de ma mère aussi. Ce n'était pas une langue, ça. Je vous jure, elle se moquait de moi. Ça ne se faisait pas. J'ai commencé à me vexer, mais elle continuait à répéter son machin sans jamais arrêter de rire. Liwo, liwo, no, liwo, no, liwo. C'était des sons qui étaient
tous pareils. On aurait dit, mes copains, lorsqu'ils faisaient semblant d'être des soldats étrangers et qu'ils faisaient semblant de parler russe ou turc ou américain, ils improvisaient n'importe comment. Mais là, je n'arrivais pas à savoir si c'était une blague ou qu'elle était juste devenue folle, la bossue. Liwo, liwo, non, liwo, maso le liwo, liwo. Puis elle a frotté l'œuf contre sa robe et elle me l'a tendu. J'ai regardé ma mère. La dame t'offre un œuf. Tu n'as pas faim? Moi, je n'osais pas répondre. La dame m'a fait signe d'attendre avec sa main, puis elle a mis l'œuf devant sa tête, a fermé tous les doigts de l'autre main, sauf le dernier, l'auriculaire, et là, elle a troué l'œuf. Le haut de la coquille avec son ongle, et elle me l'a tendu à nouveau. J'ai regardé ma mère. Elle te demande si tu veux un œuf, serre-toi. Là, je me suis décidé à tendre le bras, vraiment. J'allais le faire. Mais après, la bossue a parlé encore dans sa langue étrange, elle m'a fait signe d'attendre et elle s'est mise à faire des gestes exagérés. Soi-disant, elle me montrait comment je devais faire. Elle a approché les lèvres du trou dans la coquille comme si c'était le truc le plus fragile du monde. Et là, elle a renversé la tête en arrière d'un coup avec l'œuf qui était toujours collé contre sa bouche. C'était n'importe quoi. Puis elle a fait des sons d'aspiration comme quand papy mangeait sa soupe chaude, mais en pire encore. Et moi, j'ai eu encore envie de rire, mais je me suis retenu et je lui ai dit d'arrêter. Mais ça n'a servi à rien. C'est même elle qui a ri à ma place en se frottant le ventre avec ses mains qui faisaient des grands cercles. Elle voulait dire que c'était bon, ça, je l'ai compris. Alors j'ai tendu ma main pour de vrai, cette fois-ci, et la dame m'a donné un œuf troué comme le premier. J'ai fait tout comme elle, même les bruits de papy. C'était délicieux, mais je ne m'attendais pas à cette sensation dans la bouche. C'était comme quand tu renifles un peu trop fort et que tu te retrouves avec ta morve sur la langue. Je n'étais pas vraiment sûr d'en reprendre. Mais la question ne s'est pas posée parce que tout le monde s'est servi et il n'en restait plus. Là, c'est un peu différent, mais quand même, voilà, c'est la barrière de la langue, mais lui aussi, après, Fayette se rend compte qu'il perd les mots, je sais pas, il dit, mais qu'il perd les mots et qu'il perd un peu ce qui s'est passé avant. Et Grégory aussi, d'ailleurs. C'est que là, on le voit vraiment à sa toute première arrivée dans ce lieu où les corps sont différents, les métiers sont différents, la langue est différente. Et il a 6 et 7 ans, et on le retrouvera, le moment où il commence à perdre sa langue, ça va être 8 ans après. Et il perd sa langue d'un côté parce qu'il n'a plus personne avec qui il a parlé. Sa sœur était bébé quand ils sont arrivés là-bas. Et ce qui m'a étonné, c'est que ce n'est pas lui qui nous raconte ça, mais Whittle, qui est l'une des personnes qu'il a accueillies, à un moment donné lui dit, quand ils sont en train de revenir pour la première fois dans la ville où il a grandi, et que Fayette a peur qu'on le reconnaisse, parce que c'est dangereux d'être reconnu, Whittle lui dit, ne t'inquiète pas, tu ne bouges plus du tout comme eux, tu as un accent maintenant, même dans ta langue, de toute façon tu n'as pas à le parler, et ils sont passés à autre chose, ils t'ont oublié quelque part. Et je disais, ce qui m'a étonné de découvrir Fayette pour la première fois où il revient dans sa langue d'origine et dans son pays d'origine, c'est qu'il entend sa première langue parlée par les gens avec qui il a grandi, qui, entre-temps, subissent une domination étrangère d'une autre langue. Et il entend pour la première fois des sons différents dans sa langue d'origine, il entend pour la première fois des mots qui sont venus incrustés à la langue telle qu'il la connaissait, et alors qu'il a une réaction très très forte par rapport aux signes visuels de changement. Par exemple, il voit des enseignes
des numéros de rue, chose qui n'existait pas quand il avait grandi là, et ça le met hors de lui. Et ben, quand il entend le métissage de sa langue, il ne peut pas s'empêcher de trouver cette musique extraordinaire. Ça je ne m'attendais pas à ce qu'il réagisse comme ça. C'est une surprise de ce jeune adulte. Et d'après moi, peut-être, j'esquisse une interprétation là, c'est que lui-même ayant fait l'expérience d'une autre langue, il se rend compte comment peut-être la rencontre des langues, même si c'est issu d'expériences violentes, mine de rien, dans la bouche des gens qui s'en sont appropriés, peut être un instrument d'une grande musicalité, d'une grande créativité. Et je sais pas, c'est ça qui me suggère par cette fascination. En fait. Oui. Je me demandais aussi qu'est-ce que c'était pour vous de s'approprier une langue, parce que certainement vous parlez des langues étrangères aussi, vous en parlez je crois, et qu'est-ce que c'est alors s'approprier une langue? Est-ce que c'est simplement pour pouvoir communiquer? C'est aussi s'approprier la culture? Je pense que c'est une question qui se constate. Disons que j'ai toujours cru que j'étais nul à la langue. Parce que la seule façon dont j'en avais appris une jusqu'à ma venue à l'Erasmus, c'était sur les bancs d'école, et c'était l'anglais. Et il y a quelque chose encore aujourd'hui, quand je pratique l'anglais, il y a l'un des pires harceleurs de moi-même qui est là, qui me juge chaque fois qu'il ouvre la bouche. Et j'ai découvert ce que c'est une autre langue en habitant ici, en rencontrant des gens. Et j'ai découvert que la langue, pour moi en tout cas, c'est juste une façon de se lier aux autres et de les chercher, de les comprendre, de jouer ensemble en fait. Et ça me plaît, ça reste encore extrêmement ludique pour moi, l'activité de traducteur, même si c'est en partie avec ça que je gagne ma vie, ça reste extrêmement ludique, parce qu'il faut trouver des solutions à quelque chose qu'on n'arrive pas à se dire dans la transparence de la langue originale. Comment le dire autrement? Oui, c'est vraiment pour moi de l'ordre du jeu. Après, le fait que Fayel ait commencé à parler en français, à mon oreille, parce que ce n'était pas donné, je crois qu'inconsciemment, il y a eu une volonté, il y a eu une poussée chez moi qui a voulu écrire en français pour me débarrasser de ce que j'aime appeler un peu le délire de maîtrise. Le délire de maîtrise de la langue. C'est-à-dire que, personnellement, dans ma propre langue maternelle, quand j'écris, et quand j'écrivais des poèmes en italien, est toujours opérant en moi le délire de croire que je peux maîtriser entièrement ce que je suis en train de faire et que du coup je dois sortir d'emblée la phrase parfaite de ma plume. Ce qui est, dans mon expérience, la pire façon d'avancer. C'est-à-dire c'est ce qui m'empêche d'avancer dans l'écriture. Le fait d'écrire en français m'a fait dire, tu ne maîtrises pas entièrement cette langue, comme si une maîtrise entière pouvait exister. Du coup, écrire, tu reviendras dessus une fois, 2 fois, 3 fois, et ce sera comme ça que tu arriveras à ton écriture. Et en fait, ça m'a allégé d'un poids. Et c'est peut-être ça qui m'a permis aussi de laisser plus de place à l'imaginaire et d'arriver à la fin de ce projet d'écriture aussi. Je reviens aussi, excusez-moi, Marion-Jaune, mais pour vous, il y a une langue de résistance quand même dans le livre, même si on ne veut pas tout déflorer. Là, les instituteurs qui reçoivent Grigori se battent pour conserver la langue de la région, et c'est important. Oui, en fait, donc Grigori arrive sur l'archipel où il y a une situation de bilinguisme, où il y a à la fois une langue qui est dominante, qui est le danois, donc dominante à l'église, dominante à l'école, dominante dans la vie publique, et en même temps une langue insulaire, donc qui est pratiquée là vraiment dans la vie privée des gens. Et effectivement, les instituteurs, eux, se battent
pour que la langue insulaire puisse exister dans l'espace public. Et ça, c'est quelque chose ce qui m'a inspiré, c'est la situation de bilinguisme des îles Féroé, et notamment celle qu'elle connaît à la fin du XIXe siècle, où donc les îles Féroé ont été sous gouvernance norvégienne danoise pendant des siècles. Et en fait, à la fin du XIXe siècle, il y a eu un mouvement où des poètes, des hommes politiques ont commencé à défendre la langue féroïenne et à ce qu'elle puisse s'imposer à l'église et à l'école. Et notamment, ça passait par un geste extrêmement fort qui était celui de refixer la langue à l'écrit. Parce qu'en fait, le féroïen n'était plus qu'une langue orale, tant les îles Féroé étaient sous dominance étrangère. Et le geste de ces personnes a été d'écrire des grammaires, enfin vraiment de refixer la langue à l'état écrit et comme ça d'aller la rendre partagée, la rendre publique et de faire que les Féroé puissent exister. Et donc le roman se nourrit de ça et donc du lien de la langue à la politique. Enfin voilà, qu'il y a une dimension politique et en même temps le roman ne pose pas du tout une thèse, et Grégory il est peut-être là aussi pour montrer qu'on peut avoir un rapport à la langue qui est complètement dépassionné et complètement distant. L'Escale, ça montre juste différents rapports au territoire, plus ou moins étroits, plus ou moins politiques, plus ou moins défensifs. On peut aussi être détaché de ses origines et regarder droit devant soi et pas se définir par sa langue et par son territoire. Parce qu'il est détaché de ses origines, justement. C'est pour ça. Et il arrive dans un endroit où les gens se battent précisément pour défendre leur territoire. Donc, il y a quelque chose qui se croise, qui le traverse lui, mais qui ne le concerne pas forcément, même si finalement il s'en fait un petit peu le soutien, parce que Grégory va à un moment apporter des livres. Voilà. Oui, donc on va peut-être passer au sujet suivant, qui est le sujet de l'exil. Donc l'exil pour pour Faïel et pour Grégory, deux traitements différents dans deux romans différents évidemment. L'exil, c'est aussi la découverte d'un autre lieu, peut-être d'un nouveau lieu d'accueil. Et dans les deux romans, on retrouve cette idée de l'accueil qui est très importante. Donc la question, c'est pour vous deux, quel regard justement vous posez sur l'exil et comment vous avez traité justement la question de l'accueil dans vos récits respectifs, voilà, comment on s'approprie un pays qui n'est pas le sien, comment on tente de s'y intégrer. Et c'est vraiment un film dans les deux livres, quoi. Disons que peut-être avec ça, on touche... la seule chose qui me tenait à cœur politiquement avant l'écriture même du roman, et qui faisait partie aussi des écritures qui l'ont précédé, c'est-à-dire que pour moi, quand j'écris Faïel, ce qui m'était très clair et que j'essayais de rendre, pas par un livre à sujet, par un livre à thèse, mais par l'histoire de ces gens, c'est ce que je considère être le regard fautif qu'on peut porter sur l'origine et sur les origines, c'est-à-dire ce que j'aime. Il y a un mot très juste de Derrida qui parle des origines comme d'une prothèse. Quelque chose qui intervient à la place de quelque chose et qui est construit et qui n'a rien à voir avec quelque chose de prétendument naturel. C'est-à-dire que les origines sont, pour moi, et ce que j'essaie de montrer dans Faïel, par l'histoire de ces personnages, c'est qu'on fait plus facilement et plus justement communauté avec des gens avec qui on partage plus notre cheminement que quelque chose qui est là, d'abord et d'emblée. Quelque chose qui n'est pas, pour moi, une communauté n'est pas quelque chose d'évident, mais c'est quelque chose qui se construit. Quelque part, le fait que eux-mêmes, Faïel, Nénel et Cécile, se retrouvent à partir d'une communauté qui, jusque-là, a été extrêmement bienveillante envers eux, et que cette communauté ensuite soit envahie par une puissance étrangère, en créant ce parcours-là,
en fait, j'empêche aux envahis et aux lecteurs de projeter un état idyllique sur ce que c'était avant l'invasion. En fait, les conflits sont déjà et toujours là. Un état, le hier, c'est toujours beau, c'est toujours une construction. Que ce soit du point de vue identitaire, que ce soit du point de vue national, parce qu'il y a beaucoup de récits nationaux qui se construisent autour de cette idée qu'avant que cela n'arrive, tout allait bien. Ah non, ça c'est une fiction. Et c'est souvent une fiction qui, on retrouve aussi dans les parcours personnels, dans la psyché. Parfois, on met ça sur le dos de l'enfance. Et montrer en fait qu'il y a des relations extrêmement nourrissantes, extrêmement joyeuses, avec des gens avec qui, à la base, on ne partage rien, et c'est juste des gens qu'on a rencontrés, et qui ont décidé juste de suivre cet instant extraordinaire qui peut être la rencontre, en plus intergénérationnelle, ces adultes parfois qui font ce cadeau aux enfants, c'est quelque chose qui me touche, et que j'ai vécu dans ma vie, et que j'ai eu envie de montrer la beauté de cet accueil dans mon roman. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des personnages qui ont une évolution dans le roman, aussi qui peuvent passer de personnages qui sont dans la sphère, je banalise, dans la sphère du bien au départ et qui plongent vers le mal ensuite, et réciproquement. C'est pour montrer en fait que la communauté et ceux avec qui on peut se fédérer ne sont pas nécessairement les mêmes du début à la fin d'une vie, et ne sont pas toujours les mêmes parce qu'ils appartiennent à telle ou telle autre communauté. Il peut y avoir communauté, lien et nourriture quelque part relationnelle, juste par la magie d'une rencontre et grâce à là vers où on va, plus que là où on vient. Et alors, Grégory, je ne sais pas si c'est un exilé, parce que c'est quelqu'un qui a choisi de partir. Il a eu le choix, et ça, c'est peut-être quelque chose qui fait la différence. En tout cas, c'est quelqu'un qui est parti et qui est en traversée constante. Et je ne sais pas s'il s'approprie les lieux, Grégory. Je ne sais pas si c'est vraiment sa question. Sa question, c'est plutôt qu'il est là par hasard. En fait, il n'a pas vraiment choisi d'être là. Et ce qui va rester et ce qui va partir, c'est plutôt ça qui le questionne. Et c'est plutôt des liens un peu de hasard qui vont se nouer avec les gens. Et je pense par exemple à la chasse à la baleine qui arrive à un moment. Et en fait, quel est le lien qui se noue? C'est un lien qui fait que Grégory est un homme, les hommes chassent sur cette île, Grégory va chasser. Et en fait, c'est des liens de circonstances qui vont se tisser peu à peu. Mais Grégory je pense pas qu'il prenne vraiment la couleur des lieux. C'est un personnage qui ne fait que passer, qui se pose des questions. Après, il y a la question de l'accueil aussi des instituteurs, donc qui ont un accueil vraiment inconditionnel, ils ne payent rien, enfin, ils sont vraiment accueillis, les deux Russes, comme ça gratuitement. Et là, pareil, c'est un lien de circonstances. Et je pense que je voulais peut-être aussi montrer que les instituteurs qui sont dans ce questionnement quand même assez nationaliste sur leur pays, de défendre leur langue et leur territoire, ça ne les empêche pas aussi d'avoir ce sens de l'accueil et d'accueillir aussi des étrangers. Et des gens qui sont un peu étrangers aussi à eux-mêmes, parce que c'est peut-être aussi le cas de Grégory. Mais en tout cas, oui, la question pour Grégory, c'est pas, je pense pas que ce soit celle d'appartenir. Au contraire, c'est quelqu'un qui passe. Tu citais, mais justement, on va pouvoir enchaîner, puisque c'est le passage qu'on avait sélectionné avec Catherine, quand tu parles du passage des cris des pêcheurs, justement, c'est ce passage-là qu'on avait sélectionné. Moi, je l'avais lu un petit peu, alors après, chaque lecteur fait bien ce qu'il veut avec le texte. Je l'avais lu un petit peu comme un basculement, moi, dans le récit, quand même. Ce moment où, justement, Grégory, pendant toute une partie du roman, finalement erre un peu dans l'archipel, rencontre des gens, mais bon, se dit plus ou moins il est accueilli par les instituteurs, mais finalement reste. Et là, ce passage-là, j'ai senti un basculement, d'un seul coup, il était intégré dans En fait, c'est le moment où une communauté émerge, mais là encore une communauté de circonstances qui est due au passage des baleines.
et une communauté très, très codifiée aussi, parce que les hommes vont chasser, les femmes font le dépeçage des animaux. Mais c'est le moment où pour Grégory se pose la question d'appartenir, mais en même temps, comme souvent avec ce personnage, c'est un peu malgré lui que tout à coup il se trouve intégré à une communauté de circonstances, et qu'ensuite il va quitter, parce que c'est pas un moment où tout à coup un lien se fait et il fait partie de ce clan-là, non. Bah, écoute, on va enchaîner puisque alors, c'est, je te retrouve le page 125. Donc c'est Soudain, c'est ce passage-là, Soudain jusqu'à tous les autres. Soudain, ce visage clair d'un gamin de 15 ans, le bonnet juste posé sur son crâne, qui, depuis une barque qui tombe sur l'eau, interpelle Grégory et agite les bras. « Viens, viens !» La barque est presque partie. Elle longe la digue. Les bras de 5 rameurs sont à l'œuvre, mais il en manque un. Les hommes fulminent et regardent les autres embarcations prendre de l'avance. Et houspille le jeune type à l'avant, dont les yeux souriants et immenses ne lâchent pas Grégory, comme s'il savait que c'était déjà gagné. « Viens, viens !» Grégory se rapproche du bord, le garçon ouvre encore plus grand les bras, yeux triomphants, les autres s'y mettent avec fureur. « Viens, allez !» Alors Grégory prend de l'élan, il vole au-dessus de l'eau devenue azur sous le ciel d'un bleu surnaturel et s'étale sur le jeune gars qui en perd son bonnet. Les rameurs grondent, l'un d'eux fourre une rame dans les mains de Grégory, et à peine s'est-il assis à sa place, au 2e rang, que la barque fait un bond, soulevée par les bras impatients de tous les autres. Parlons peut-être enchaîner. Donc, 40. Donc, on a sélectionné le passage où les 7 sont mariés. Sissi ne respecte pas les codes de sa belle famille. À la mort de ce mari, c'est tout au déflore pas, c'est tout au début du roman. Et donc, elle ne pleure pas, elle ne chante pas. Elle réalise que ses parents et elle, persuadés d'avoir été admis dans cette communauté et bien intégrés, sont toujours considérés comme ceux qui viennent d'ailleurs. Et elle est née, ses enfants aussi. Et donc, on commence à... Elle savait bien jusqu'à l'égout. Elle est énervée. Elle savait bien, au fond, que si sa vie le chauffait à blanc, c'était à cause de cette foule de gens bien pensants qui, sous prétexte de vouloir l'aider à sortir de sa douleur, voulaient la voir flancher, fléchir, se plier au malheur, se plier en vrai à eux. Si au moins elle avait affiché un désespoir plus éclatant, si elle avait ne serait-ce qu'une fois montré une tenue négligée, un air torturé, mais non, elle s'obstinait à garder une contenance. Il fallait voir comment cela avait endurci leur attitude, nourri leur méfiance, rembourré leur bêtise. Il était hors de question qu'elle s'en sorte comme ça. En plus de devoir composer avec la perte de son mari, la détresse des enfants, Sissi n'avait ainsi dû, dès le premier jour, esquiver les pics envenimés, lutter contre les injonctions d'ennemis dont elle n'avait pas soupçonné l'existence jusque-là. L'insistance, la dose de plaisir qu'elle découvrait sur les visages lorsqu'ils vomissaient leurs conseils malveillants, lui avait très vite fait monter le sang à la tête. Elle avait de plus en plus de mal à réfréner son instinct de les frapper très fort au visage, au ventre, à l'entrejambe. Elle n'en avait pas honte. Elle avait été naïve et avait cru que la discrimination voilée dont avaient été victimes ses parents lorsqu'ils s'étaient installés dans la ville avait été résorbée par les années qu'ils avaient passées à en maîtriser la langue, par les services que son père, bricoleur, sa mère, chiropraticienne, rendaient à tout le monde, par des liens d'amitié durables et sincères. Elle était née ici, avait grandi ici, elle avait tout fait, vivre, travailler, épouser Samuel en tant que femme d'ici. C'est ce qu'elle avait toujours ressenti. Même lorsque ses parents étaient morts, elle n'avait jamais eu à supporter ce qu'on lui renvoyait à la figure aujourd'hui. Des connaissances lointaines s'étaient mises à la tutoyer, à la regarder de haut. Ils étaient tous
comme des oiseaux de proie stupides, incapables de cacher la convoitise sous leur dégoût. Oui, on va reprendre la thématique du salon avec sur les bruits du monde. Et donc dans chacun de vos livres, les bruits sont présents. Alors dans l'Escale, c'est vraiment les bruits de l'île, quoi. C'est le vent, la pluie, les petits castillages de navires, la cloche de l'église, la pluie du grint, les oiseaux. Et qui montre que cette île qui est peu peuplée est très vivante. Et chez Fayel, eh bien moi j'ai retenu surtout que c'était les chants, et les chants qui expriment toujours, qui résonnent et qui expriment la douleur. C'est la mort, la foule des résistants, le chant des bâtisseurs qui rythme la journée, un peu semblable au chant des militaires, je trouve, et là le chant n'exprime jamais la joie. Il n'y a pas de chant dans l'Escale, mais on lit des poèmes. Il y a un moment, alors il y a des sons de la nature, enfin, oui, le vent, la pluie, il y a quand même un moment de danse et de chant, justement après la chasse à la baleine, où ce moment de communauté, voilà, c'est pas juste mettre à mort des baleines, c'est aussi se retrouver en tant que village, et il y a un moment où Grégory justement va rejoindre les gens qui chantent et qui dansent. Il y a juste ce petit moment-là. Donc, Le micro. Ah, pardon. Et donc, alors nous, ce qu'on voudrait que vous lisiez, alors, c'est toujours ce cri du grint qu'on a, mais c'est avant qu'il revienne. Alors, c'est le cri s'attache et jusqu'à ce qui va se passer. Le cri s'attache à un homme dont le souffle passe sur le visage de Grégory. Grind, grind, et meurt au moment où l'homme saute d'un bond dans une barque déjà pleine. L'énergie s'y brouille une seconde, puis se coule en un mouvement unique de bras tendus et détendus, de dos qui vont et viennent, un cœur de muscles qui enlève la barque pour la propulser à travers la baie. À terre, des cris se font l'écho du premier, des hommes surtout, les yeux rivés sur les maisons dont les dernières fenêtres s'ouvrent à la volée, tête qui pointe, bouche bée de joie et de surprise, et parfois un visage devenu corps se précipite à l'extérieur pour courir jusqu'à la plage, sauter là où il y a encore de la place, ou pousser sa propre barque à l'eau en braillant alentour, et aussitôt 3, 4, 6 hommes grimpent à bord. Les femmes restées à terre reprennent en chœur le cri, qui peu à peu cesse d'être une alarme pour devenir un chant. Les enfants tapent des mains, les grandes sœurs les retiennent par le col. Elles crient des mots confus à ceux qui partent, des encouragements, des recommandations peut-être. Elles savent déjà tout de ce qui va se passer. Là, c'est un chant, c'est le chant de Vital Arens, là, au moment où son fils est mort, c'est le chant mortuaire. Voilà. Et en fait, son chant est tellement puissant que donc Elsizine ne veut pas chanter à la mort de son mari pendant la veillée mortuaire, mais lui, il va pousser ce chant extraordinaire. Alors voilà, c'est lorsque juste possible. Lorsque juste possible. Oh, je vous ai pas. Il n'hésita pas un instant, le vieux Vitelarint, et tout brûlant et debout qu'il était, il commença à entonner un chant qui s'adressait à l'âme de son fils. Un de ces chants de deuxième jour de veille qui, jusque-là et aussi loin que la communauté pouvait se souvenir, avait toujours dégorgé les cœurs des vivants de la tristesse d'avoir perdu un aîné. L'âme du mort, en entendant ces notes tristes, arrivait à quitter plus facilement sa dépouille et circulait plus librement dans la maison où elle était gardée. Mais lorsque les premières notes résonnèrent sous les voûtes du salon, les personnes présentes se regardèrent à la recherche de secours. Elles étaient paniquées, outragées. Qu'est-ce qui se passait ? La mélodie était la même que toujours, celle d'une lamentation, et pourtant c'était un Alléluia qui s'élevait de la gorge du vieil homme. Ou alors un chant de guerre, les avis divergeaient là-dessus.
Les voix récalcitrantes furent obligées de se joindre à celle de Vitellarins, mais leur malaise fit chanceler l'harmonie du chant. La puissance, la beauté de la voix de ténor de Vitellarins n'en furent pas diminuées pour autant. Elle résonnait plusieurs mètres au-dessus de l'air de mortification qui circulait dans la pièce. Il faisait une chaleur encensée. À présent, là-dedans, certains soupçonnèrent le vieux berger de se moquer du monde, mais, vu les circonstances, ils n'osèrent rien faire. Ils se résolurent à chanter, à s'éventer, pour essayer de transpirer le moins possible. Justement, pour vous, qu'est-ce que les bruits racontent aussi bien chez Fayel que chez Grégory? Ouais, moi, comme vous l'avez dit au départ, moi, ce sont plus les chants que les bruits. Je disais, c'est un roman dans lequel ça chante beaucoup, et où le chant est le moment où souvent on l'utilise, ou en tout cas il est là pour traverser des choses de façon collective. En fait, ce sont rarement des chants chantés par une seule personne, et à chaque fois le chant, dans ma façon de concevoir Fayel, vient modifier la situation qui était là avant que le chant ne soit chanté. Alors ça a une fonction presque anthropologique, ça peut être justement faire changer l'énergie de l'homme mort, ça peut être une façon de fédérer une armée, ça peut être une façon de reconstruire une ville entière, mais les chants, quelque part, ce sont toujours des appels au chant, pour que les voix puissent se retrouver unies. Et pour l'escale, je pense que tous ces sons, tous ces bruits, ils cherchent tout simplement à recréer un univers sensoriel. C'est pour qu'on y soit, c'est toujours perçu par Grégory. Donc il y a vraiment cette expérience d'immersion que moi j'ai cherché à restituer par les sens. Peut-être parce que c'est aussi ce qui m'est resté de mes propres voyages, ce sont des sensations. Et je pense que ce qui nous rassemble et ce qui fait qu'on peut avoir de l'empathie pour des personnages et pour un récit, c'est aussi ce qu'on y ressent et ce qu'on y vit par les sens, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut respirer, ce qu'on peut sentir sur sa peau et sous ses pieds. Et je pense que c'est le sens des sons. C'est ce qu'on sent bien. De toute façon, dans l'escale, on ressent tous ces cris, tous ces bruits. Et on dit que ce sont un archipel qui est assez... il y a peu de monde, mais en fait, il y a la vie qui est là grâce à ces bruits. Il y a une vie qui tient pas qu'à l'humain. Oui. Oui, ben justement, on va peut-être enchaîner sur la question de la nature, et notamment la nature dans chacun de nos romans, évidemment, l'importance de la nature, évidemment, dans l'escale, ce personnage vraiment, enfin, qui est vraiment un personnage en part entière du roman, à mon avis, qui est l'archipel. Oui, alors d'ailleurs, je pense que c'est assez révélateur. Je savais que je voulais écrire sur un espace et sur un lieu avant de savoir que je voulais avoir des personnages pour le traverser. Et la question en écrivant, ça a été plutôt de comment on va le traverser, comment on va découvrir cet espace. Et donc je savais que je voulais écrire sur quelque chose qui rappelait les Féroé. Et donc le personnage de Grégory est arrivé après. Et je pense que si Grégory est un peu une page blanche et un personnage un peu dont on ne sait pas grand-chose, c'est aussi pour laisser la place au paysage et à ce lieu pour qu'il se déploie. Et peut-être que ça a trait aussi au rythme du livre, qui est un rythme assez lent, assez contemplatif, parce qu'il fallait laisser aussi le temps aux événements liés à la nature et au paysage et aux saisons de se déployer. Donc il fallait qu'il y ait ce temps ralenti et en même temps qui est marqué par des pics d'activité, d'action et de violence qui a trait aussi au moment de contact entre les humains et la nature. Et ce moment où les humains vont au contact des animaux, notamment par besoin de subsistance, et où il y a ce lien, voilà, ce moment violent qui arrive. C'est ça, et notamment tous les passages de chasse, et les passages aussi sur les falaises, avec le personnage d'Alda, qui a une autre forme de chasse, voilà, exactement. Et justement, moi je m'interrogeais là-dessus sur l'histoire des nids, parce que en fait le personnage d'Alda va récupérer sur les falaises des œufs dans les nids. Et en fait, avec de la corde, elle s'accroche à des rochers qui sont en bord de falaise et puis elle descend sur les corniches pour aller ramasser les œufs, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc c'est quelque chose auquel vous avez
Alors c'est quelque chose que j'ai pas inventé, c'est une forme de chasse qui se pratique dans les pays nordiques et notamment au Féroé parce que voilà, les moyens de subsistance étaient extrêmement réduits à l'époque et donc les gens véritablement allaient s'accrocher dans les falaises pour aller chercher des œufs. Et bien sûr, quand on écrit un roman, c'est absolument irrésistible de se dire qu'on peut descendre dans cette falaise avec ces personnages et voir ce qu'ils peuvent y ressentir et en même temps d'essayer d'imaginer ce que ça peut être aussi pour les animaux. De voir ce qui leur est infligé. Et c'est ce que j'ai peut-être essayé de faire aussi dans cette scène, c'est d'avoir brièvement un point de vue animal aussi sur ce moment, pour rendre aussi justice rendre une présence du moins aux animaux en fait, qui subissent ça. Alors les humains n'ont pas de mauvaises intentions, il n'y a pas de cruauté, il n'y a pas de sadisme, c'est de la subsistance pure d'aller chercher tout ça, mais de fait il y a ce moment de violence, de contact entre les humains et les animaux. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, nous, on avait sélectionné le passage, si tu veux le dire, Sur le temps. Ouais, enfin, on va finir de toute façon sur cette question-là. On avait plein d'autres questions, mais l'heure tourne, donc on va... Oui, je veux dire peut-être le passage justement d'Alda et Grégory dans la falaise, mais c'est un passage assez court. Hein. Page 97. Donc Grégory et Alda là, se sont accrochés à des cordes et ils ont atterri sur leur corniche. La corniche d'atterrissage est large comme un avant-bras, d'un noir profond, ponctué de longues traînées de fientes blanches. Dissimulés dans les épais replis de la roche se trouvent les nids, presque collés les uns aux autres tant ils sont nombreux, taboueux d'algues, de mousse et de filets de pêche à l'odeur fétide, coiffés d'œufs blancs ou jaunes qui semblent un miracle de pureté dans ce ciel. Des oiseaux, il y en a, des dizaines, des centaines à tournoyer dans la pique, qui dévient au dernier moment pour éviter les congénères qui décollent, plongent puis remontent, avec leur mémoire comme seul guide pour retrouver, dans le bégaiement de la falaise, leur air qui ressemble à toutes les autres. Grégory ne voit rien de cet affairement gracieux. Il serait bien en peine de se souvenir des noms, des plus savants aux plus vulgaires, qu'il a appris auprès des marins qui avaient 2 sous de curiosité pour s'intéresser à ce qu'il vit. Il a le regard à l'oblique sur les œufs que veillent les adultes restés couvés, aussi jacasseurs qu'élégants, tendant leur cou où se dégrade un jaune délicat jusqu'au masque du bec et des yeux soulignés de noir. Les plus proches observent Alda et Grégory avec méfiance, et le désarroi monte dans leurs cris ferrailleux, comme s'ils savaient déjà qu'ils ont perdu. Donc ça, c'est... Est-ce que tu peux dire 2 mots sur la nature dans Fayel? Oui, bien sûr. Disons que la nature n'était pas prévue dans la conception initiale de Fayel, elle est arrivée par le personnage de la petite sœur de Nénel. C'est-à-dire qu'au moment où elle a cessé d'être un bébé et qu'elle a commencé à exister en tant que gosse de 8 ans, il m'est apparu assez clairement que Nénel appartenait à plusieurs communautés. Parce que quand je l'ai observée interagir avec les êtres humains, elle était bien sûr en contact avec les autres êtres humains, mais il y avait quand même quelque chose, les autres gamins, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle raconte? De son côté fantasque, quelque part, l'a coupée d'une partie de cette communauté, de son âge en tout cas. Et quand j'essayais d'observer ça, je me suis rendu compte qu'elle avait cette attitude-là parce qu'elle avait aussi une autre communauté dans laquelle elle trouvait un écho. Et en fait, c'est une gamine qui a 8 ans, Fayel est épaté par ça. Il la retrouve tête contre terre, en train, d'après elle, de dialoguer avec les milliers de lombriques qui sont sous la terre et d'écouter les potins sur les cousins, les arrière-cousins, les grands-tantes. Et la nature arrive par elle, c'est-à-dire que dans tout le reste du roman et dans tous les autres personnages, elle est là, bien sûr, mais elle est une nature apprivoisée. Nénel se fait un peu la porteuse de ce rêve enfantin. C'est un enfant. À partir du moment où elle reçoit un lopin de terre, et c'est ce qu'on fait à la montagne, là où elle a grandi, à 8 ans, on file un lopin de terre aux gens. Elle ne décide pas de la rendre exploitable, d'en faire quelque chose. Elle pense un peu à aujourd'hui on dirait la sanctuariser, la réensauvager. Et après,
quelque part la trajectoire qu'elle prendra malgré elle, parce qu'elle est habitée par des forces beaucoup plus fortes que ce qu'elle pense avoir, elle sera portée à trahir cette relation avec la nature. Même, les animaux qui jusque-là l'ont accompagné sentiront très fort cette trahison et ne s'en remettront pas, entre guillemets. Ça joue un rôle paradoxal de la nature dans la relation avec Nénel et avec le reste du roman, même si, grâce à Nénel, malgré tout, elle finira par avoir sa place à elle. Pour finir la rencontre, puisqu'on a encore tout un tas de questions, mais bon, comme d'habitude, le temps en passe. Et on voulait peut-être finir par une lecture que tu dois nous faire justement sur Nénel et sa relation avec les animaux, puisqu'elle a quand même une relation avec les animaux très très particulière. Et donc on a sélectionné le passage avec l'ours, parce que ça nous a fait rire quand même quelque part. Et on trouve que c'est sympa de finir sur un clin d'œil. Donc c'est page 155, c'est ça, hein, avec, tu sais, quand elle se retrouve avec Franguy, et puis il y a l'histoire de l'ours, quand elle a la bouche coincée. Là, du coup, on parle de la relation avec la seule personne, le seul autre enfant avec qui Nénel a construit une relation un peu plus durable. Du coup, Nénel 8 ans, Fayel jeune adulte. Moi, j'étais content pour ma sœur. Elle était drôle, sa Franguy. J'ai fait sa connaissance quelques semaines après avoir vu Nénel habiller un oiseau. Ça devait faire déjà 2 ou 3 mois qu'elle était arrivée au village. Ce jour-là, elle raccompagnait chez nous ma sœur qui marchait tranquillement, normalement même, si ce n'était la bouche qu'elle gardait grande ouverte, tendue, et les yeux qu'elle promenait dépités à droite à gauche comme à la recherche d'accroche. Je riais déjà. Voilà, je suis venu jusqu'ici pour te dire que Nénel ne peut pas fermer sa bouche. Ben, ça, elle n'a jamais vu. Mais si qu'elle pouvait, elle l'a toujours fait. Tu te moques? Moi? Ben, c'est pas gentil. Elle ne peut pas fermer sa bouche alors. Elle n'y arrive plus, c'est bloqué à ce niveau-là. Et la petite, handicap, la mâchoire de Nénel. Je vois. Et dis-moi, Franguy, comment elle s'est bloquée la bouche, ma sœur adorée? La petite semblait surprise que je connaisse son prénom. Nénel, elle, a sorti une sorte de braiement de sa gorge, comme pour empêcher le récit de Franguy, mais celle-ci ne semblait pas comprendre son ami. Ne t'inquiète pas, Nénel, je vais lui raconter. On faisait un de nos entraînements quotidiens, on est allé voir Popo de bon matin. Popo. Nénel, en plus de continuer à braire, faisait des grands noms avec sa tête. L'ours de la grotte perchée. Il y a un ours pas loin d'ici. Franguy m'a regardé pour savoir si je continuais à me moquer. Une partie d'elle a sans doute compris qu'elle avait mis les pieds dans le plat, mais il n'était pas question qu'elle perde la face. Bien sûr que oui, Popo, tu le connais. Bref, et pendant qu'on se promenait à côté de Popo, moi j'avais pas le droit, mais Nénel lui tenait la patte. Ma sœur a levé les yeux au ciel, mais Franguy était visiblement inarrêtable ce jour-là. Oui, et il nous apprenait à ouvrir grand nos bouches comme il le faisait lui, pour avaler le plus de papillons possible. Comme ça. Grom. Franguy a imité le mouvement d'un ours debout, agitant les pattes en l'air. Nénel a tapé du pied par terre. Attends, Nénel, je refais, tu as raison. C'était pas encore ça. Grom. Et on mangeait des insectes, c'est un peu dégoûtant, mais je voulais pas fâcher Popo qui était si gentil de me montrer. On a continué un bon moment, et là j'entends un gros clac. Et je crois que c'était sa bouche, parce qu'après elle n'a plus pu la fermer. Puis on a dû quitter Popo pendant qu'on rentrait, elle a même dû se mettre une main devant pour éviter d'avaler 2 petites bêtes. Merci Franguy, c'est très éclairant, et merci de l'avoir ramenée, on va s'occuper d'elle. Avant de remettre la mâchoire en place, le médecin m'a demandé comment c'était arrivé. Je lui ai dit que Nénel avait croqué dans une pomme. Nénel m'a jeté un regard reconnaissant. Voilà, on va finir sur cette lecture. Vous avez choisi cette lecture aussi parce que c'est assez amusant. En fait, le texte, le livre de Paolo Guglielmo, où il y a des moments très tragiques, très difficiles, très compliqués, mais aussi tous ces moments dans le récit
des histoires assez drôles. On en a sélectionné 2, mais il y en a d'autres. Voilà, 2 romans vraiment magnifiques. Merci beaucoup pour ces beaux livres. Merci de votre attention. Et puis, voilà. Les livres sont là si vous voulez. Merci.